L'Espagne et le Portugal en Europe, Londres souhaitent respecter le calendrier. Mourir pour Kaboul, 20 000 rebelles veulent reprendre la ville. Giscard écrit à Barre, tenons nos engagements. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme l'actualité nous invite un petit peu la détente en cette veille de week-end ensoleillé, nous jure la météo, commençons donc par le tennis. Jimmy Connors n'ira donc pas en finale, il ne rencontrera pas Borg, le match que tous attendaient. Connors a en été fait battu par son compatriote Vitas Gerulaitis au terme d'un match de toute beauté. Le héros de Roland-Garros, le voici. 25 ans, New-Yorkais, casquedeur et bonne manière, il s'appelle Vitas Gerulaitis. Éliminé 15 jours plus tôt à Rome par l'espoir français Thierry Tulane, Gerulaitis avait beaucoup à se faire pardonner au cours de ce tournoi. C'est chose faite depuis cet après-midi, depuis qu'il a privé de la finale Jimmy Connors, le chouchou de Paris, après 4 heures de jeu. Jimmy Connors, superbe et généreux, qui comme d'habitude a fait spectacle, sans jamais réussir à prendre le match à son compte. Résultat, victoire surprise mais indéniable de Gerulaitis. 6-1, 3-6, 6-7, 6-2, 6-4. Un succès en 5-7 au prix d'une partie prudente mais intelligente. Voici la balle de match. Grâce à ce triomphe, Gerulaitis jouera dimanche la finale de Roland-Garros que l'on promettait à Connors, son malheureux adversaire du jour. Il sera opposé au Suédois Björn Borg, qui, 1h30 plus tard, a surclassé en 3-7 l'Américain Solomon, tombeur de Villas en quart de finale. Björn Borg, intouchable, que tous les pronostics donnent favori, mais que toutes les victoires accumulées sans perdre un set ne parviennent pas à enthousiasmer. Et pour ceux qui aiment les femmes au tennis et qui regrettent de ne pas en voir plus souvent à la télévision, sachez que Jean Lanzy et Robert Chapat ont avancé pour eux les Jeux du Stade demain, 14h05, pour voir la finale dames. Au même programme d'ailleurs, la dernière étape du Tour d'Italie en direct. Bernard Hinault fait en effet des prodiges en ce moment dans le Giro. Il a conquis le cœur des Italiens. Aujourd'hui encore, il s'est très bien comporté. Il n'a pas gagné l'étape contre la montre. C'est l'Italien Saronni qui l'a emporté. Mais Hinault a encore pris un peu plus d'avance au classement général. Bien sûr, la performance accomplie hier par Bernard Hinault avait désamorcé l'importance de l'étape contre la montre d'aujourd'hui. Sans doute soucieux d'éviter tout effort inutile avant le Tour de France, Bernard Hinault n'a pas recherché la victoire à n'importe quel prix. Il termine 4e de ce contre-la-montre à 47 secondes du vainqueur, l'Italien Giuseppe Saronni. Mais on retiendra surtout qu'Hinault a été acclamé par le public italien qui l'avait accueilli avec réserve au début de l'épreuve. Un changement d'attitude, symbole de la réussite parfaite de la première campagne d'Italie de Bernard Hinault. Une campagne menée avec une rare intelligence, car non seulement supérieur physiquement à ses adversaires, Bernard Hinault a réussi la plus belle démonstration tactique de sa carrière. Jugez plutôt. 1. Conquête du public, par le pèlerinage sur la tombe de Faustocopie et la disponibilité à toutes les sollicitations des journalistes. 2. Sa prudence. Il a refusé sagement de disputer les sprints de prestige des premières étapes. 3. Son efficacité. Il a éliminé progressivement tous ses principaux adversaires. Enfin, 4e, son opportunisme au cours de l'attaque d'hier. La silhouette italienne d'Hinault va sérieusement perturber ses principaux adversaires dans le Tour de France. Et voilà, pour les sports, nous vous parlerons de la Transat à la fin de ce journal. L'actualité politique maintenant, 2 hommes heureux ce soir, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre. Ils ont tous les deux gagné 2 points dans le dernier baromètre du Figaro Magazine Sofres. Rapport confiance-méfiance 53-43 pour le président de la République, 34-60 pour le Premier ministre. Et ces 2 hommes-là se sont écrits hier soir. C'est le chef de l'État qui a pris la plume pour fixer à son Premier ministre un programme de travail pour les 6 mois à venir. Au-delà de ce programme, dont Noël Copin va nous donner les grandes lignes, il y a une signification politique évidente. Raymond Barre est là jusqu'à la fin de l'année et sans doute jusqu'au président. Du président de la République au Premier ministre se situe dans la durée. D'abord, M. Giscard d'Estaing se réfère non pas à sa précédente lettre, celle de novembre dernier, mais à celle qu'il adressait à M. Raymond Barre il y a 2 ans, tout de suite après les élections législatives. Aujourd'hui, il demande à M. Barre d'achever les actions qui avaient été engagées à cette époque. En fait, cela revient à lui demander de réaliser les objectifs qu'il s'est fixés pour son septennat. Une action donc qui va des élections législatives de 78 aux élections présidentielles de 81. Ces objectifs, les voici: conduire la modernisation de la société française,
améliorer les conditions de vie quotidiennes des Français et faire face aux périls des temps présents. Cette lettre contient un éloge très clair de l'œuvre accomplie par le Premier ministre dans la poursuite de la croissance, le recul de l'injustice et le développement de l'esprit de responsabilité. Ces actions, estime le Président de la République, ont été menées avec résolution et les progrès réalisés, dit-il, sont d'autant plus notables que la période a été marquée par de grandes difficultés, dues notamment au nouveau choc pétrolier. Tous les 6 mois, lorsque le Président de la République fixe ainsi le programme du gouvernement, on a en conclu que M. Barre est confirmé dans ses fonctions pour 6 mois. On peut penser cette fois-ci que cette confirmation vaut jusqu'au printemps de l'année prochaine, mais il est vrai que dans ce domaine, il n'y a jamais de certitude. Et bien curieusement, le Premier ministre, qui ne devrait pas voiser, a eu tout à l'heure des déclarations douce amère pour parler de son maintien à Matignon. Il est vrai que depuis son accession au poste de chef du gouvernement, Raymond Barre a toujours été très clair quant à sa conception de sa mission. Lorsque le président de la République jugera que je suis arrivé au terme de la mission qu'il m'a confiée, je ne serai pas de ceux qui manifesteront un grand dépit de ne plus exercer ses fonctions. Tout ce que j'espère, c'est que pendant les années où je les aurai remplies, j'aurai pu rendre service à mon pays. Beaucoup de gens croient que le pouvoir est agréable. Eh bien, à l'expérience, le pouvoir n'est pas agréable. Avalanche, et je voudrais vous dire aussi que Raymond Barre, par ailleurs à Lyon, toujours à Lyon, c'est là qu'il parlait, était très critique et il a dit que le gouvernement poursuivrait la politique électronucléaire. Je voulais vous parler des réactions après les incidents qui ont marqué la fin des manifestations des médecins hier à Paris. La plupart des organisations de journalistes se sont indignées des brutalités contre 2 de leurs confrères. La plupart des syndicats ont fait de même, par exemple la CFTC. Et le ministre de l'Intérieur a exprimé ses regrets et a promis de prendre les mesures qui lui paraîtront nécessaires dans les rangs de la police. Deuxième aspect de la journée d'action d'hier, la rivalité syndicale entre CGT et CFDT. La centrale Laide-Montmer déclare en effet que l'appel de la CGT à une grève interprofessionnelle de 24 heures hier a été un échec. Mais pour autant, les 2 syndicats appellent à une grève à l'EDF, uniquement à l'EDF, le 12 juin. Et pour être complet avec l'actualité sociale, j'ajoute que la direction de Citroën a annoncé de nouvelles mesures de chômage technique pour le mois de juin, en raison de la diminution des immatriculations depuis janvier. La CSL proteste contre cette décision. Parlons maintenant des réactions aux déclarations du chef de l'État hier à propos de cette pause qu'il demande dans l'élargissement du marché commun. En France, Jacques Chirac approuve, il l'a dit tout à l'heure sur TF1, le président de la République, dit-il, a fait preuve de lucidité. Le Parti communiste, qui approuve aussi, est très ironique ce matin dans l'Humanité en parlant d'électoralisme. À l'étranger, le président de l'un des 2 pays directement visés, je veux parler du président portugais Ianès, estime que ces déclarations ne s'appliquent pas au Portugal. Il l'a dit à Oslo, où il était en visite officielle, le général Ianès, qui a réaffirmé son intention d'entrer aussi rapidement que possible au sein de l'Europe communautaire. En Espagne, on prend en revanche le problème au sérieux, mais le ministre chargé des relations avec la communauté cherche visiblement à ne pas envenimer les choses. Et curieusement, c'est en Angleterre que la réaction semble la plus négative. Les déclarations françaises sont accueillies, disons, avec réserve au Foreign Office. Alors pourquoi, Gérard Sebag ? Pour les Anglais, la partie de poker entre Mme Margaret Thatcher et le président Giscard d'Estaing se poursuit. Le magazine Now de M. Jimmy Goldschmidt titrait ce matin « Comment Margaret a joué la meilleure carte face à Giscard ». Après avoir marqué un point et obtenu en grande partie satisfaction sur la participation financière, la Grande-Bretagne veut maintenant contrebalancer le poids de l'agriculture française par l'entrée notamment de l'Espagne et du Portugal. Ainsi, le marché commun sera contraint de revoir les règles de la politique agricole commune. Et puisque nous avons parlé d'agriculture à propos de ce dossier, je voudrais vous faire part de ces manifestations de producteurs de pommes de terre aujourd'hui à Saint-Brieuc, à Guingamp, à la préfecture donc et à la sous-préfecture des Côtes-du-Nord pour protester contre l'effondrement des cours. Et pendant que j'y suis, un cours qui lui ne s'effondre pas du tout, celui des cigarettes, leur prix sera relevé d'environ 15% le 15 juillet. L'actualité à l'étranger maintenant, avec tout d'abord ce document dont nous sommes en possession et qui prouve ce que certains témoins disaient déjà avec force. L'URSS utilise des bombes au napalm en Afghanistan. L'URSS qui semble, soit dit en passant, avoir des difficultés en ce moment autour de Kaboul. On parle d'une grande offensive en préparation pour recontrôler la capitale afghane.
Voici donc ce reportage tourné dans des conditions très difficiles par deux de nos reporters, Jérôme Bonny et Didier Régnier. Ils reviennent d'un village de la vallée du Kouna. Des avions et des chars soviétiques sont arrivés et ont commencé à bombarder. Les parents et les enfants se sont sauvés, et moi aussi. La blessure que vous voyez là, c'est tout un pan de mur qui est tombé sur ma jambe. Alors on m'a apporté ici, certains sont restés là-bas. Il y a eu beaucoup de morts et des blessés qui n'ont pas pu revenir. Les avions faisaient tomber du feu. Ce feu, c'est le napalm ou le phosphore. Rares sont ceux qui en réchappent. Yasmina, 15 ans, venait de se marier. Selon son père, c'était la plus jolie fille du village. Quand est-ce que ça s'est passé? C'était le soir, au crépuscule. Nous étions réfugiés dans notre bergerie. Un homme a crié, une bombe est tombée. Elle et moi, on n'a pas compris ce qui se passait. Dieu m'a protégé, mais elle a été touchée. Où était-ce? C'était chez nous, dans la bergerie. Mais où en Afghanistan? Dans la région de Jalalabad, à Sorkrön, près de Moy Barak. Docteur, combien de cas comme celui-ci avez-vous vu? Nous en avons eu beaucoup. Il s'agit de blessures par bombe au napalm. Au cours des 2 derniers mois, nous en avons hospitalisé 7 à 8. Le cas de Yasmina était très sérieux quand elle est arrivée. Est-ce que cette blessure pourrait avoir une autre origine que le napalm? Je ne pense pas. Avez-vous la certitude que c'est du napalm? Oui, les blessures ayant une autre origine sont très différentes de celles d'une bombe au napalm. À mes côtés, Mike Burry, qui fut l'envoyé de la Fédération internationale des droits de l'homme et qui, le premier, avait dénoncé ces atrocités donc en Afghanistan. Aujourd'hui, nous en avons la confirmation par l'image. Mike Burry, vous avez passé plus d'1 mois en Afghanistan, en février-mars. Est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'est l'attitude exacte du peuple afghan? Est-ce qu'il résiste dans sa totalité? Oui, le peuple afghan résiste dans sa totalité parce qu'il est en proie maintenant à une espèce de traumatisme qui rappelle celui des Juifs dans le ghetto de Varsovie. Je ne mets pas en cause en ce moment l'attitude des Soviétiques, telle que les Soviétiques la comprennent. Je parle seulement de l'attitude des paysans afghans qui, eux, sont convaincus qu'une superpuissance descendue finalement de la planète Mars arrive chez eux pour les exterminer. Et des atrocités comme celles que vous venez de voir à l'écran, on m'en a tellement parlé qu'à la fin, devant cette accumulation de témoignages, j'ai été convaincu qu'il s'agissait de quelque chose de très grave et de très sérieux derrière. Et en fait, en voilà une confirmation aussi grave que certaines dont j'ai entendu parler. Donc les rebelles, ou disons les résistants, ne sont pas que des bandits ou des musulmans fanatiques tels que veulent les présenter les soviétiques? Ah, certainement pas. Il s'agit aujourd'hui d'ailleurs de la création en Afghanistan d'un front intérieur qui est essentiellement urbain d'abord et animé par des professeurs d'université qui se présentent comme des libéraux pro-occidentaux et qui rassemble cependant des guerriers de la province du Hazarajat, où les musulmans sont chiites, et de la province du Nouristan, le long de la frontière pakistanaise, où les musulmans sont sunnites. Et en même temps, c'est à ce groupe que se sont joints les communistes pro-chinois, car il y en avait aussi en Afghanistan. Donc voilà la création d'un groupe qui tente de rassembler toutes les tendances et qui se présente véritablement comme le front uni des combattants pour l'indépendance de l'Afghanistan, qui s'appelle aussi Ajal, c'est-à-dire l'heure du destin. Et il semble, d'après les meilleurs témoignages, qu'il s'agit là de la force qui a été capable, en distribuant des tracts de nuit, d'envoyer tous ces écoliers, ces écolières dans la rue. Et encore une fois, l'horreur que vous voyez le long de la frontière, c'est une horreur qui se répète quotidiennement dans les villes et à Kaboul même, où des petites filles de 8 à 10 ans ont manifesté. Et à chaque fois, les résistants pensent, on va leur envoyer ça. Et là, les soviétiques, quand même, ne peuvent pas tirer sur des petites filles. Et si, il semble que les soviétiques sont acculés à une position si difficile qu'ils tirent même sur des enfants. Voilà près de 6 mois que l'URSS est en Afghanistan. Est-ce que l'on peut dire qu'elle contrôle tout le pays? L'URSS contrôle tout ce qu'elle occupe par sa présence physique, mais son contrôle cesse dès le premier village où ne se trouve pas un soldat soviétique. On peut parler en fait d'une haine traumatisée totale. Quel est le rôle exact de l'armée afghane? Est-ce que les déserteurs sont nombreux, comme on l'a dit? Quel est le poids de l'armée afghane? Eh bien, l'armée afghane comptait en 1978 quelques 100 000 hommes, dont il fallait faire abstraction de tout un contingent de gens très mal équipés.
Et il y avait une armée d'élite. Eh bien, en 1979, en décembre, quand l'armée soviétique a pris la relève, l'armée afghane s'était effondrée et ne comptait plus que 20 000 hommes. Donc, désertion, hémorragie massive. Et c'est également des déserteurs afghans qui ont permis à la résistance afghane de s'armer, notamment dans la vallée du Kunar. Est-ce qu'on peut parler d'un génocide? On peut parler d'un génocide là où il y a destruction systématique d'un peuple, non pas peut-être parce qu'il est biologiquement inférieur, mais ne serait-ce que pour le briser et le coloniser, oui. Que peut-on faire pour un Français Eh bien, ce qu'on peut faire quand on est Français, c'est de le crier sur les toits, car les gouvernements ont bien clairement signifié... Vos premiers propos d'il y a 3 mois avaient été critiqués et entièrement d'ailleurs réfutés par l'humanité et par un certain secteur de l'opinion française. Et certainement par l'ambassadeur soviétique lui-même. Or, voici une preuve formelle d'atrocité qui a été amenée à un petit pays asiatique qui n'avait jamais demandé qu'on vienne réformer sa société avec une telle brutalité, avec une telle horreur. Non, l'opinion française est cruciale et je crois qu'en fait, la seule arme pacifique dont nous disposions encore vis-à-vis d'une échéance qui peut s'annoncer terrible, c'est le boycottage des Jeux Olympiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez organisé ce soir, avec un certain nombre de personnalités, les 6 heures pour l'Afghanistan. Pour faire connaître le problème afghan, oui. Merci Mike Berry. Je rappelle que vous avez donc été envoyé en Afghanistan de la Fédération internationale des droits de l'homme. Toujours à l'étranger, je vous parlais hier de la mort de Giorgio Amendola, l'une des figures les plus marquantes du Parti communiste italien. Eh bien, son épouse est morte à son tour des suites d'un infarctus, aujourd'hui devant la dépouille mortelle de son mari. Autre information que je vous donnais hier soir, la rencontre Kennedy-Carter, avec Jacques Segui maintenant donc, les résultats de ce mini-sommet démocrate. La première étape de la campagne 80 vient de s'achever avec cet indicatif de la chaîne CBS. Les noms des vainqueurs sont connus, Ronald Reagan pour les républicains, Jimmy Carter pour les démocrates, mais pour Carter, tout peut être remis en cause. Et le fauteur de trouble s'appelle Edward Kennedy, reçu hier pendant 1 heure à la Maison-Blanche par Jimmy Carter. Les 2 hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis 9 mois. J'ai enfin vu par la fenêtre le jardin des roses. Remarque ironique pour rappeler que Carter n'avait pratiquement pas quitté la Maison-Blanche de toute la campagne. Je reste candidat à la Maison-Blanche, je vais dire Kennedy, et j'irai jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au Madison Square Garden à New York, où les démocrates désigneront officiellement leur candidat. Mathématiquement, Carter est hors de portée de Kennedy, mais Kennedy espère que de nombreux délégués réviseront leur jugement dans les 2 mois qui précèdent le grand débat de New York. Kennedy, Chappaquiddick, sa vie familiale et un programme jugé trop libéral n'a pratiquement pas de chance d'être le candidat démocrate désigné. Mais, bien qu'il s'en défende, son attitude ne fait qu'affaiblir encore plus Carter. Les 2 hommes ont parlé hier d'unité face à la menace Reagan donnée vainqueur par les sondages. Quant aux électeurs américains, ils sont désorientés et désabusés. Oui. Et pour en finir avec l'actualité internationale, j'ajoute que la France est prête à accueillir dans un hôpital français, si nécessaire, le maire de Naplouse, grièvement blessé lors de l'attentat de lundi. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'a proposé aujourd'hui. Santé, peut-être un nouvel espoir dans la lutte contre le cancer du sein qui touche chaque année 20 000 femmes. Nous sommes très discrets dans ce genre d'annonce, mais il est vrai qu'un couple de médecins de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif a mis au point un traitement qui donne d'assez bons résultats. Toutefois, ce traitement contre la récidive ne peut être appliqué à une patiente qu'après ablation de tumeurs malignes. Le reportage d'Elisabeth Ezelé et Pierre Moscovici. J'ai été opérée d'un cancer du sein début 1978. Vous voyez le résultat, je suis vraiment en pleine forme. Maintenant, vous menez une vie tout à fait normale? Je mène une vie tout à fait normale. Cette femme est l'une des 300 à avoir reçu du poly-A-poly-U. Cette molécule synthétique a le pouvoir d'augmenter les défenses générales de l'organisme. Administrée après l'opération, en même temps qu'une radiothérapie classique, elle améliore la survie des femmes atteintes d'un cancer du sein opérable et surtout diminue les risques de développement des si redoutables métastases. Ce produit avait d'abord été testé pendant 4 ans et demi sur des souris. Il avait fait la preuve de son efficacité et de son innocuité. C'est seulement alors qu'il a été administré à des patientes, la moitié recevant le traitement classique seul, l'autre le même traitement, plus le poly-A-poly-U. Les résultats sont significatifs et les malades très confiantes. Il y a combien de temps que vous avez été opérée? Eh bien, ça va faire une quinzaine de jours. J'ai été opérée le 16.
Et maintenant, vous menez une vie normale? Oh, presque normale. Presque normale. Il faut attendre, il faut être patient. J'ai très confiance. À l'origine de ce traitement, un couple de médecins, lui est chirurgien, elle immunologiste. Dans le groupe, si vous voulez, de malades à moins bon pronostic, nous avons à 5 ans 71% de malades sans récidive ni métastase, c'est-à-dire apparemment guéris dans le groupe qui a reçu le poly-AU, alors que nous n'en avons que 47% dans le groupe qui a eu simplement le traitement classique. Et est-ce qu'un traitement de longue haleine, enfin supplémentaire, devra être prescrit? En principe, non. 6 semaines de traitement et c'est tout. Nous pensons qu'il faut l'essayer dans d'autres cancers. Ma femme l'a essayé dans un autre cancer expérimental qui existe aussi chez l'homme, qui est le mélanome, cette tumeur noire de la peau qui est assez grave, avec des résultats tout à fait comparables à ce qu'elle a obtenu dans la tumeur spontanée du sein de la souris. Est-ce que d'être mariée femme, c'est important pour accomplir un tel travail? Je pense que oui, pour 2 raisons. La première, c'est que moi, elle m'a fait saisir du doigt tout ce que l'on pouvait obtenir par des corps qui relèvent de la biologie moléculaire et que sans elle, je n'aurais probablement pas connu ou auquel je n'aurais pas compris grand-chose. Et le fait que moi, je sois clinicien, ça a permis de faire ce fameux passage, ce fameux saut qui, en définitive, est difficile à faire entre la souris et la femme. Et je pense qu'on n'aurait pas été un couple, on n'aurait peut-être pas réussi. Des résultats qui promettent, mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant que ce nouveau traitement soit largement accessible en France. Santé toujours, le Sénat a adopté la proposition de loi autorisant l'insémination artificielle. La loi limite cette opération aux seuls couples mariés. Elle garantira un statut légal donc à l'enfant pour le protéger de tout désaveu de paternité. Martine Alain Regnault, combien de couples peuvent être touchés par cette nouvelle loi? Il y a un peu moins de 10% de couples qui sont reconnus infertiles, dont la moitié sont dus à une défaillance masculine. Alors c'est tout de même, j'allais vous dire, un immense marché. Actuellement, il y a 15 centres d'études et de conservation du sperme en France et 5 sont en mise en place. On fait en moyenne 3000 inséminations artificielles avec donneurs par an. On en espère bientôt 5000 à 8000. Il est évident que les problèmes juridiques croissent avec le nombre des inséminations. Il y avait besoin d'une législation, ce qui va sans se dire, va mieux en se disant. Alors, le premier problème, vous avez raison, c'est la filiation de l'enfant. On craint toujours un désaveu de paternité quand l'enfant ne donne pas les résultats escomptés. Le père dit « je ne suis pas le propriétaire de cet enfant, ça n'était pas mon sperme ». Est-ce que c'est un projet qui vous paraît raisonnable? Alors oui, le projet dans les grandes lignes paraît raisonnable. Il n'y a pas trop de détails, mais les gros problèmes juridiques sont tout à fait résolus. Alors ce problème de désaveu de paternité, désormais c'est impossible. Les centres sont tous agréés, la gratuité du sperme est obligatoire et on n'aura pas de trafic, comme on en craint toujours pour le sang et tous les produits humains. Le secret est garanti. Enfin, ceci est réservé uniquement aux couples mariés. Et là, on pourrait peut-être trouver que, compte tenu de l'évolution des mœurs, c'est un peu sévère. On aurait pu étendre aux concubins, en tout cas. Oui, c'est une tendance de la jeunesse actuelle, en tout cas. Voilà, je vous propose maintenant de regarder ce téléphone, si en tout cas l'une de nos caméras peut aller jusqu'à lui, car c'est le téléphone que vous pourrez avoir dans 2 ans. C'est l'un des rares exemplaires déjà construits. Dans 2 ans, il remplacera tous les postes gris qui sont actuellement fournis par les PTT. C'est une vraie merveille. Alors, première différence avec votre poste actuel, bon, le clavier à touche, il existe déjà pour un certain nombre de postes, mais vous le savez, il faut payer un petit supplément. Là, il n'y aura pas de supplément. Ensuite, il n'est plus nécessaire de décrocher le combiné pour composer son numéro. Vous pouvez déjà composer le numéro et seulement après décrocher le combiné. Toujours plus commode pour l'épaule. Avec ce même appareil, il est possible de garder 10 numéros d'appel en mémoire. Et puis l'écoute, si vous le voulez, peut être amplifiée ici grâce à un petit haut-parleur, ce qui fait que plusieurs personnes peuvent entendre en même temps. Cela dit, si vous voulez garder le secret de votre conversation, vous pouvez le faire tout à fait en appuyant sur une petite touche. Et puis fin du fin, cet appareil permet d'interroger à distance des ordinateurs et même de vous installer le chauffage, faire marcher le chauffage dans votre résidence secondaire si vous voulez. Alors voilà, ce téléphone là, ça sera le téléphone de tout le monde à partir de 2 ans, 1 million d'exemplaires en 82 et puis après de plus en plus. Et puisque nous parlons de communication, une grande première aux États-Unis, depuis quelques jours à Atlanta, une station locale de télévision diffuse des informations et seulement des informations 24 heures sur 24. Et pour cela, elle utilise, vous allez voir, des techniques les plus modernes. Le reportage de Jacques Segui et de Jean-Louis Saporito.
Disproportionné et grandiose, exubérant et bon enfant, avec le charme de la terre et de la fête de campagne. Le tout sous le signe du futur. C'est ainsi qu'est née le 1er juin la première télévision du monde diffusant, selon sa propre formule, 24 heures d'information par jour pendant les 7 jours de la semaine. Une télévision qui espère damer le pion au grand réseau traditionnel. Un événement dont le créateur s'appelle Ted Turner, 41 ans, milliardaire, et qui depuis une semaine a fait refleurir tous les clichés du bon vieux Sud. Car de Turner, on dit qu'il est un Red Butler, Clark Gable dans Autant porte le vent, qui aurait emprunté son expérience à un loup de mer. Dans un énorme studio, 10 présentateurs vont se relayer 24 heures sur 24 donc, avec 50 journalistes débutants et 30 conseillers vedettes comme Ralph Nader. Cette nouvelle équipe a des correspondants dans 7 villes américaines, à Rome, à Londres et Pékin. On fera des débats, des reportages et à tout moment, le direct sera prioritaire. Et pour recevoir cette nouvelle télévision qui se veut concurrente des 3 grandes chaînes américaines, il faudra disposer seulement d'une télévision par câble locale qui recevra par satellite les images d'Atlanta. Les abonnés paieront $0,25 par mois, c'est-à-dire rien, et c'est la publicité qui fera le reste. Et la patience, car Ted Turner ne pense pas faire de bénéfices avant 3 ou 4 ans. Et il faudra faire marcher ce super jouet électronique 24 heures sur 24. Le pari est dur. Are you doing this for making money? For what? Et Turner lui-même, vous l'avez compris, dit « Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, j'en ai beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la paix du monde, que les peuples du monde s'aiment et se connaissent par la télévision. » We printed over here. Va-t-il perdre de l'argent? A-t-il peur de perdre de l'argent? Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas peur de perdre de l'argent. Je vais engager 36 millions de dollars à perte au cours des prochains mois. L'opération Turner est lancée. Elle ne peut plus s'arrêter, dit-on à Atlanta, pendant que l'Amérique enthousiaste ou sceptique retient son souffle. Car si Turner gagne, il gagnera gros et on dira de lui qu'il était fou, mais visionnaire. À une toute autre échelle, vraiment toute autre échelle, j'apprends à l'instant que Radio Quinquin émet à nouveau et que Jean-Claude Larose de la CGT a démissionné du PS pour réagir aux propos de Pierre Mauroy, à propos de justement l'occupation de Radio Quinquin par les forces de police. Maintenant, de l'autre côté du monde, je l'apprenais hier dans ce journal, le lancement de Soyouz T2. Aujourd'hui, les 2 cosmonautes soviétiques ont commencé leurs travaux dans l'espace. Vous allez les découvrir dans quelques instants, après le lancement donc de la fusée. Ils ont testé le nouveau système de pilotage et ont entrepris des travaux communs avec le train spatial, déjà sur orbite, habité lui aussi, je vous le rappelle, par 2 cosmonautes. Les 2 cosmonautes qui viennent de partir sous vos yeux se déclarent en pleine forme ce soir. Sport, je vous rappelle ce que je vous disais au début de ce journal, c'est-à-dire que Gerulaitis rencontrera Borg en finale de Roland-Garros, et puis qu'à l'issue de la 21e étape du Tour d'Italie cycliste, Bernard Hinault conserve brillamment le maillot rose de leader. Il relègue l'Italien Panizza à près de 6 minutes au classement général. Et puis demain, à 15 h, les concurrents de la transatlantique en solitaire vont hisser les voiles. Un grand absent sur la ligne de départ, Eric Tabarly, qui sera remplacé par Marc Pajot à la barre de son trimaran à hydrofoil. Marc Pajot qui, je vous le rappelle, ne sera pas classé officiellement puisque sa candidature n'a pas été présentée dans les délais normaux. Cette épreuve s'annonce déjà très difficile et pour les concurrents, il convient de bien choisir entre les 4 routes qui s'offrent à eux. Gilles Cauzanet vous explique comment et pourquoi. Cible au nord, l'orthodromique, la plus courte mais la plus inconfortable, vent contraire, iceberg et brume y sont fréquents. Un peu moins au nord, la loxodromie, un peu plus longue, mais en dehors de la zone d'iceberg. En général, les bateaux commencent sur l'orthodromique et finissent sur la loxodromique. Ce fut la route de Tabarly en 1976. Et les 2 routes du sud, beaucoup plus longues mais plus confortables, mieux appréciées par les trimarans.
Le choix des routes se fait en fonction de l'orientation générale des vents. Les monocoques sur les routes nord seront le plus souvent auprès dans les voies contraires. C'est leur allure préférée, puisque les multicoques sur les routes sud seront plus à l'aise au large ou vent arrière. Dans ces allures, ils atteignent leur maximum de vitesse. Les multicoques sont de 3 types. Les trimarans avec une coque centrale et 2 flotteurs, ils sont favoris de la Transat. Les praos avec une coque principale et un flotteur, ils ne sont que 2 au départ de Plybousse. Les catamarans, enfin, avec 2 coques égales, ce sont les plus vulnérables dans le gros temps. Donc départ demain 15h. La météo, eh bien, comme vous le prédisait Laurent Broumède hier soir dans ce journal, il a fait beau sur l'ensemble du pays, malgré quelques légers passages nuageux. Demain, le beau temps va continuer, après une matinée brumeuse. Toutefois, les Alpes et la Corse connaîtront quelques orages et le Mistral soufflera dans la vallée du Rhône. Les températures resteront sans grand changement. Ce journal se termine. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Paul Amar vers 22h50 pour les toutes dernières nouvelles. Et puis demain, l'émission Samedi et demi traitera de la participation et l'actionnariat. Son titre, Une entreprise pour tous. Jean-Claude Mangeot vous présentera des expériences pilotes, mais jugées encore insuffisantes. Il a invité pour cela des patrons, des salariés actionnaires et le rapporteur de la loi sur la participation. À 20h demain, fidèle au poste Léon Zitrone, et puis moi-même, si vous le voulez bien, lundi soir à 20h. Bon week-end à tous. Bonne fin de semaine en tout cas.